Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 9 novembre. Malheureusement, c'est le Covid-19 qui revient à la une aujourd'hui avec l'intervention attendue d'Emmanuel Macron ce soir à la télévision et un taux d'incidence qui remonte en ce qui concerne le département du Rhône. Des nouvelles d'Anas, cet étudiant qui avait tenté de s'immoler par le feu à Lyon devant le Crous il y a 2 ans. Le projet de télécabine entre Francheville et Lyon, la concertation doit démarrer le 15 novembre, mais d'ores et déjà, le maire du 2e arrondissement a consulté ses habitants. Bruno Bernard a présenté hier les nouveaux bus 100% électriques du Citral qui vont circuler sur la ligne C16. Les piétons à Lyon seraient-ils plus inconscients qu'ailleurs ? C'est ce que laisse apparaître en tout cas une enquête publiée par l'assureur MMA. 38% des Lyonnais auraient un comportement à risque en traversant les grands axes de la métropole. La fête des Lumières est bel et bien programmée du 8 au 11 décembre, 31 œuvres. Grégory Doucet qualifie cette fête des Lumières de grandiose et intimiste. Nous verrons pourquoi dans le courant de cette édition. Pierre Mignoni s'interroge quant à son avenir au Loup. L'entraîneur du club de rugby juge en tout cas la première partie de saison de son équipe correcte. Le club est classé 4e. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le Covid-19, le taux d'incidence est remonté à un peu plus de 62 pour 100 000 habitants dans le Rhône du 28 octobre au 3 novembre. Les hospitalisations pour Covid restent relativement limitées dans le Rhône, mais elles ont tendance à augmenter depuis le 31 octobre. 138 malades du Covid sont ainsi pris en charge dans les hôpitaux du département contre 101 seulement le 31 octobre. 33 personnes Covid+, hospitalisées dans les services de réanimation ou de soins critiques ce week-end. Santé publique France encourage la vaccination des personnes non encore vaccinées, ainsi que l'administration du fameux rappel, la 3e dose pour les 65 ans et plus. Importance également du maintien des gestes barrières pour contenir l'épidémie. Emmanuel Macron doit s'exprimer à 20h à la télévision. Les écoles du Rhône appliquent toujours le niveau 2 du protocole sanitaire, comme c'était le cas avant les vacances de la Toussaint. Le port du masque reste donc obligatoire pour les élèves de primaire, les collégiens et les lycéens. Le département de l'Ain est lui repassé au niveau 2 du protocole sanitaire. La Loire reste pour sa part au niveau 1. Le port du masque est nécessaire pour les collégiens et les lycéens dans les espaces clos. Anas, à nouveau hospitalisé. Anas, c'est cet étudiant qui avait tenté de s'immoler par le feu à Lyon devant le Crous pour dénoncer la précarité étudiante. Il a dû subir depuis pas moins de 50 opérations chirurgicales. 2 ans après son geste désespéré, l'étudiant a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Anas est à nouveau hospitalisé pour une première chirurgie plastique. C'est le début de la reconstruction, affirme-t-il. Dans un long texte publié sur sa page Facebook et son compte Twitter, l'étudiant détaille ses différents projets, son envie d'organiser un débat sur la brûlure et de conclure: le capitalisme cause des pénuries et l'hôpital, c'est-à-dire la vie, n'est pas la priorité de celui-ci. Anas qui affirme vivre actuellement en tout cas une vie heureuse. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. La concertation doit officiellement être lancée le 15 novembre concernant le projet de télécabine entre Francheville et Lyon. Le maire du 2e arrondissement a lui d'ores et déjà consulté ses habitants. Sur 1647 réponses à un questionnaire, 79% sont opposés au projet. La participation est cependant relativement faible. 10 000 questionnaires avaient été distribués aux habitants des secteurs Confluence, Carnot-Perrache et Ainet, opposés au projet de téléphérique entre Francheville et Lyon. Les mairies de Sainte-Foy-les-Lyons et de la Mulatière vont quant à elles organiser un référendum consultatif sur leur territoire le dimanche 28 novembre. 22 000 Fidésiens et 6 000 Mulatins sont appelés aux urnes pour donner leur avis sur ce projet de téléphérique. Le Citral lui doit mener une consultation qui va durer 3 mois. Le président de la métropole, Bruno Bernard, a présenté hier les nouveaux bus 100% électriques du Citral qui circuleront sur la ligne C16 entre Charpennes-Charlernu et Surville, route de Vienne, dès le 22 novembre prochain. 8 millions d'euros ont été investis pour acheter les 13 bus électriques. Un bus qui peut prendre en charge 84 personnes, dont 25 places assises. 4 places prioritaires et un emplacement fauteuil roulant avec rampe d'accès électrique sont disponibles. Les batteries de 385 kWh pourront garantir une autonomie minimum de 185 km. Ces bus 100% électriques permettront d'économiser au total 582 tonnes de carbone par an. Notez que le Grand Lyon veut acheter 400 bus électriques ou GNV durant le mandat pour un montant de 250 millions d'euros, une centaine de nouveaux véhicules dès cette année.
On reste dans la mobilité, mais cette fois-ci à pied. Une enquête publiée par l'assureur MMA sur les pratiques des piétons dans différentes villes de France montre que pas moins de 38% des Lyonnais ont un comportement à risque en traversant dans l'agglomération. Des piétons qui se risquent à traverser au feu rouge, 30% des Lyonnais qui ont un comportement dangereux traversent en dehors des passages piétons, 11% utilisent leur téléphone. 5 passages piétons ont été sélectionnés pour cette enquête. Cours Lafayette, boulevard des États-Unis, avenue Jean Jaurès, rue Garibaldi et avenue Berthelot, car au moins un accident impliquant un piéton y a été répertorié ces dernières années. Lyon demain, créateur d'envie. Après une édition 2020 minimaliste en raison de la crise sanitaire, la Fête des Lumières revient en force en cette année 2021. Elle se déroulera sur 4 soirées, du 8 au 11 décembre. 31 œuvres seront réparties sur 27 sites. Une fête que Grégory Doucet qualifie de grandiose et intimiste. Les explications du maire de Lyon. Une édition à la fois grandiose et intimiste. On va avoir une très très large part qui est laissée à la création artistique. On va avoir certaines œuvres qui vont nous impressionner, et notamment Place Bellecour, ça je vous le garantis. Et puis certaines œuvres qui vont permettre d'être, on va dire, plus pour les enfants notamment, puisqu'on ouvre le parc Blandan avec certaines installations qui leur sont vraiment dédiées. Des œuvres plus intimes aussi, qu'est Romain Roland, qui vont nous permettre des déambulations plus réflexives. Voilà, donc une édition, on va dire, très diverse, très variée, mais toujours avec cette idée que la Fête des Lumières est un rendez-vous magique, féerique, un rendez-vous aussi pour toutes et pour tous, avec un accent mis cette année très particulier sur l'inclusion dans la fête. On va faire en sorte, à la fois avec certains dispositifs particuliers et aussi en étirant un peu la fête dans le temps, de permettre à davantage de publics, notamment des publics un peu empêchés. On a un dispositif spécial pour les EHPAD lyonnais notamment, de pouvoir quand même bénéficier de la fête. On va s'adapter, on va dire, aux contraintes, enfin aux protocoles sanitaires qui s'appliqueront au moment où la Fête des Lumières aura lieu. Y aura-t-il de nouveaux protocoles? On verra bien et à ce moment-là, on s'adaptera. Mais bien évidemment, on a déjà un petit peu anticipé en faisant en sorte que cette Fête des Lumières, elle puisse être accessible au plus grand nombre, en desserrant la Fête des Lumières, en offrant la possibilité d'avoir plus d'œuvres sur le parc de la Tête d'Or, en allant aux subsistances, enfin au sub, en allant au parc Blandan. On va permettre aussi de limiter la concentration de population. Donc c'est aussi une façon de répondre aux contraintes sanitaires. Vous aviez parlé d'une fête qui serait également plus étendue sur les arrondissements. Où on en est de ce projet? Eh bien, en allant sur le parc Sergent Blandan, en allant au sub, en explorant davantage le parc de la Tête d'Or, on est déjà en train d'étendre la Fête des Lumières. Pour la première édition, c'est ce que nous avons pu explorer. Voilà, maintenant, on a les prochaines éditions pour continuer à explorer d'autres lieux un peu partout dans la ville. On a bien cette intention-là. Alors, il y a à la fois donc cette extension, on va dire, géographique que l'on veut travailler, mais aussi temporelle, puisque, comme ça va être le cas déjà cette année, la fête va s'étirer dans le temps pour un certain nombre d'œuvres, notamment aux subsistances. On pourra bénéficier des œuvres au-delà du 11 décembre jusqu'au mois de janvier. Donc voilà, une autre façon de rendre la fête plus accessible, c'est aussi de l'étendre dans le temps. Il y a beaucoup d'artistes, mais aussi ce service de l'éclairage urbain. On peut dire que c'est une touche lyonnaise, la lumière, au-delà de cette fête. Bien sûr, et puis on est très très fiers de notre direction de l'éclairage urbain qui, comme tous les ans, crée une œuvre. Et en plus, là, une œuvre grandiose, puisqu'elle est dans le parc de la Tête d'Or, sur le lac. Cette œuvre, la Ricochet, qui, je pense, va avoir un très très bel effet à la fois pour, bien évidemment, embellir ou mettre en lumière notre très beau parc de la Tête d'Or. Mais au-delà de ça, je crois que c'est une œuvre très émouvante. D'abord parce qu'elle est dynamique, et puis c'est un autre regard que ça va nous donner, ça va nous permettre d'avoir sur le lac et sur le parc. Voilà, et j'en suis très très heureux. Et je les félicite parce que véritablement on a à la fois une équipe de l'éclairage urbain qui est sur le plan technique extrêmement compétente, mais on le voit là avec cette œuvre qui est créée, une équipe en plus qui est très créative. Grégory Doucet, le maire de Lyon, avec un budget d'environ 4 millions d'euros, mécénat compris. La Fête des Lumières 2021 va pouvoir se déployer sur le grand patrimoine lyonnais, mais aussi sur 3 sites excentrés, comme nous l'explique Julien Pavillard, le coordinateur
coordinateur général de la Fête des Lumières. L'important pour nous, c'était vraiment d'arriver déjà à faire des œuvres sur l'ensemble des lieux emblématiques de la Fête des Lumières. Parce que les Lyonnais, les visiteurs attendent qu'on travaille sur ces lieux emblématiques, ce grand patrimoine lyonnais, et nous aussi en même temps, parce que c'est des lieux tellement beaux pour travailler que pour nous, c'est une vraie chance. Mais après, on a voulu effectivement essayer d'aller un peu plus loin que ces lieux, de sortir un tout petit peu. Alors vous savez que la Fête des Lumières, c'est un événement qui attire beaucoup de monde. On est le seul plan Orsec actif en France, ce qui signifie qu'on a au niveau anti-attentat une grande vigilance de la préfecture. Mais malgré tout, on a réussi à travailler avec eux pour pouvoir aller un peu plus loin et notamment investir davantage le parc de la Tête d'Or et investir aussi un nouveau lieu pour nous qui est le parc Sergent-Blandan, qui est vraiment dans les quartiers, dans le 7e arrondissement, mais proche du 8e et du 3e, et sur lesquels on aura une œuvre qui sera destinée principalement aux familles environnantes et aux enfants. 31 œuvres, lesquelles sont immanquables pour vous? En fait, chacun vient chercher un petit peu ses propres sujets. Il y en a qui aiment beaucoup la vidéo, d'autres qui aiment bien les projets lumière, d'autres qui aiment bien les projets un peu plus petits, un peu plus grands. Je pense qu'il y a plein de projets qui sont immanquables, heureusement. Je pense que les projets en vidéo sont quand même très très importants. On a une équipe mexicaine, c'est très rare d'avoir une équipe mexicaine qui vienne sur un festival, donc c'est une vraie chance de pouvoir avoir cette culture mexicaine, parce que un projet de lumière, un projet vidéo, c'est un projet culturel. On est comme dans l'art plastique ou comme dans la peinture, on va voir des artistes parce qu'ils sont aussi d'origine étrangère et qui donc ils apportent quelque chose d'autre. Et la lumière, c'est pareil. On a des approches lumière qui sont très différentes d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. Donc on a beaucoup de projets lumière aussi qui sont très intéressants, que ce soit évidemment des gros projets comme la Place Bellecour, mais les projets étudiants ont aussi beaucoup de valeur parce qu'ils apportent une fraîcheur et un décalage parfois par rapport aux artistes confirmés qui est vraiment intéressant et qui est souvent un bon moment à partager. La fresque des Lumignons se retrouve cette fois-ci en plein centre-ville? Elle se retrouve en plein centre-ville parce qu'elle se retrouve effectivement sur la place des Jacobins. Alors là encore, lieu emblématique, lieu magnifique. Et là, on repart en fait de l'histoire de cette place des Jacobins qui a été à un moment donné la place de l'impératrice et où il y avait beaucoup de bosquets de fleurs. Et on a en fait l'équipe qui a travaillé dessus, qui est une équipe interne à la ville, a voulu justement recréer des fleurs de lumière et des lumignons, puisque c'est une œuvre qui est importante pour nous dans le sens où c'est l'œuvre en fait où on va pouvoir aider des associations. Et en l'occurrence cette année, c'est une œuvre qui va pouvoir aider financièrement l'association Gaëlis, qui est une association qui s'occupe de regrouper des projets étudiants et notamment qui crée ce qu'on appelle l'Agora E, qui est en fait un commerce équitable et en même temps un lieu de partage pour les étudiants. Donc c'est vraiment important pour nous que ce soit aussi cette œuvre caritative qui soit en plein centre-ville pour pouvoir attirer les gens à venir acheter des lumignons. Et encore une fois, tout l'argent qui est acheté pour ces lumignons-là est reversé à l'association Gaëlis. Julien Pavillard, le coordinateur général de la Fête des Lumières, la vague Place Bellecour, des ricochets sur le lac du Parc, l'iris d'un œil sur la primatiale Saint-Jean, des visions au pied de la colline de Fourvière, un oiseau en forme de phénix installé sur la place Louis Pradel, sans oublier le lapin dans la lune, la fameuse œuvre mexicaine sur la place des Terreaux. Toutes ces animations tourneront de 19h à 23h les 8 et 9 décembre, le vendredi 10 et le samedi 11. Le parcours sera ouvert à partir de 20h et jusqu'à minuit. Le Conseil des aînés va se réunir ce soir de 18h à 19h30 à l'Hôtel de Ville de Villeurbanne. Cette instance avait été mise en sommeil depuis le début de la pandémie. Le Conseil des aînés se veut être un véritable laboratoire d'idées sur toutes les questions relatives à la vieillesse. De nouveaux membres sont attendus. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Norodom Ravitchak est définitivement hors jeu dans le processus de rachat de l'AS Saint-Étienne. Le prince cambodgien, prêt à mettre sur la table 100 millions d'euros, a fourni un document de garantie financière émanant d'une grande banque internationale qui se révèle être un faux. Roland Romeillet et Bernard Caiazzo, actionnaires des Verts, ont décidé de déposer plainte pour des faits de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie auprès du procureur de la République de Paris. Les candidats à la reprise avaient jusqu'à hier soir pour transmettre leur meilleure offre. Pierre Mignoni juge la première partie de saison de son équipe correcte. Après 10 matchs, le Loup est à la 4e place du top 14. La concurrence et les rotations dans l'équipe doivent nous tirer vers le haut, explique l'entraîneur. Il faut selon lui que le groupe gagne en confiance. Mignoni se dit optimiste pour la suite de la saison. L'entraîneur des Rouges et Noirs sera en fin de contrat en juin 2023. Pour le bien de tout le monde, Pierre Mignoni affirme vouloir prendre rapidement une décision sur son avenir personnel.
Gros coup dur pour l'Asvel après l'annonce hier de l'absence longue durée de David Laïti. Au moins 2 mois d'arrêt pour le joueur villeurbanais. L'ailier américain souffre d'une fracture du 4e métatarse de la main droite. Cette blessure survenue lors de la défaite à Paris en championnat de France doit nécessiter une intervention chirurgicale. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, mercredi, pour une nouvelle édition. En attendant, passez une excellente journée, mais restez prudents.